On ne le changera pas. Il a toujours mis la main dans la caisse. Non, pas notre Jimmy. Notre précieux Jimmy. Et il est devenu avocat. Quelle mauvaise blague. Je suis sûr qu'en regardant la première moitié de la série Better Call Saul, la plupart d'entre vous n'éprouvaient rien d'autre que du mépris, du dégoût et de la pitié pour Chuck McGill, le frère de Jimmy. Je vais bientôt aller mieux, je retournerai au travail et je reprendrai là où je me suis arrêté. Mais à la fin de la série, sachant comment tout finissait pour Saul Goodman, l'opinion sur Chuck a changé, car ses paroles se sont révélées prophétiques. Tu dois changer tant qu'il est encore temps, avant que tu ne te détruises toi-même ou quelqu'un d'autre. Saul Goodman a vraiment fait beaucoup de dégâts et a ruiné la vie de nombreuses personnes, par exemple Kim Wexler, Howard Hamlin et Campbell. Et bien sûr à tous ceux qui ont souffert à cause de Walter White, qu'il a aidé à plusieurs reprises. J'ai passé chaque seconde de ma vie à construire l'empire de la drogue de Walter White. Si ce jour-là, il n'était pas venu dans mon bureau, Walter White serait mort ou aurait fini en prison dans un mois. Ce n'est pas un hasard si on nous montre Chuck dans un flashback dans le tout dernier épisode où il s'adresse à Jimmy en disant « Si tu n'aimes pas la direction que tu prends, il n'y a aucune honte à revenir en arrière et à changer de chemin. » C'est exactement ce que fait Jimmy. Monsieur Goodman ? Je m'appelle McGill, je suis James McGill. Alors une question légitime se pose. Et si Chuck avait eu raison après tout ? Dans cette vidéo, nous allons analyser Chuck McGill. Aimait-il vraiment son frère ou le détestait-il en secret ? Mon frère me méprise. Vous détestez votre frère ? En aucun cas, j'aime mon frère. Quel symbolisme philosophique se cache derrière l'histoire de Chuck ? Qu'est-ce qui se cachait réellement derrière ses actes ? Et quelle aurait pu être la fin si Chuck avait choisi une autre voie ? Et surtout, avait-il raison dans son attitude envers Jimmy ? Avant de plonger dans l'analyse de la personnalité de Chuck, rappelons-nous d'abord son parcours de vie. Chuck McGill est un avocat respecté d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et l'un des fondateurs du prestigieux cabinet d'avocats Hamlin et McGill. Il a grandi à Cicero, Illinois, dans la famille de Villar McGill, propriétaire d'une petite boutique, et de sa femme Ruth. Chuck a montré des résultats scolaires exceptionnels dès son plus jeune âge. Il a terminé l'école à 14 ans avec mention, devenant ainsi le plus jeune diplômé de toute son histoire. Pendant ses années universitaires, il a mené son équipe à la finale du championnat de droit 3 années de suite. Après avoir terminé la faculté de droit, également avec mention, il a travaillé quelque temps au tribunal, se spécialisant principalement en droit pénal. Plus tard, avec George Hamlin, père de Govard, il a fondé le prestigieux cabinet Hamlin et McGill à Albuquerque. Il a épousé la violoniste Rebecca Boua, mais leur mariage a fini par échouer. Peu à peu, il a commencé à souffrir d'un mal qu'il appelait lui-même sensibilité électromagnétique ou allergie à l'électricité. La maladie a conduit à ce que, avec le temps, Chuck soit écarté du cabinet par son associé Govard Hamlin. Aussi triste que cela paraisse, notre leader Charles McGill quitte Hamlin et McGill. Quelque temps plus tard, Chuck s'est suicidé. Maintenant que nous avons rétabli la chronologie, nous pouvons passer à l'analyse. Avant de décider si Chuck avait raison, écoutons d'abord, comme dans un véritable procès, la partie de l'accusation. Pourquoi agissait-il ainsi ? Il a empêché Jimmy de travailler dans l'entreprise, tenté de lui retirer sa licence d'avocat et l'a même poursuivi en justice. À l'origine, la racine du problème remonte à leur enfance. Le père de Chuck et Jimmy tenait une petite boutique. C'était un homme bon, mais il ne savait absolument pas gérer les affaires. Il tenait une boutique à Cicéra, vendant cigarettes et bonbons. Rien d'extraordinaire, mais la table était toujours garnie. Un jour, quand Chuck est venu régler la comptabilité, il a découvert un sérieux déficit, 14 000 $, ce qui était une somme considérable à l'époque. Je ne suis évidemment pas comptable, mais j'ai tout de suite vu que 14 000 $ avaient tout simplement disparu. Selon Chuck, Jimmy prenait systématiquement de l'argent dans la caisse pendant des années. Jimmy avait peu à peu détourné de l'argent en le prenant directement dans la caisse. Au final, cela a causé la faillite de l'entreprise familiale. Le magasin a fait faillite
et peu après, leur père est mort, peut-être n'ayant pas supporté le choc. Pour cette raison, Chuck a tenu Jimmy pour responsable de la mort de leur père et ne pouvait pas lui pardonner. Aux funérailles, Jimmy pleurait plus que tous, incapable de se retenir, tandis que d'autres ramassaient les morceaux derrière lui. Il y avait aussi d'autres raisons. Jimmy racontait qu'à Cizera, il vivait de petites escroqueries, inventant des astuces pour arnaquer les gens. On l'appelait Jimmy l'épileptique. C'était suffisant pour vivre à sa guise. Pour une seule grosse claque, il touchait 7 ou 8 billets et il traînait tranquillement avec une bière et un joint jusqu'à septembre suivant. Et cela alors que Chuck construisait déjà sa carrière dans le droit et avait fondé un cabinet d'avocats prestigieux. Jimmy se retrouvait souvent au poste de police, et Chuck, son grand frère et avocat, venait fréquemment le délivrer. Cependant, un jour, Jimmy est allé trop loin. Voulant donner une leçon à un homme arrogant, il a uriné dans sa voiture par le toit ouvrant, sans voir les enfants à l'intérieur. L'histoire a pris une tournure grave. On t'accuse de harcèlement sexuel et si ça colle, ça ne s'effacera jamais. Mais ils sont devenus fous! Chuck a décidé qu'il était temps de mettre fin à la vie dissolue de Jimmy. Il a tiré son frère d'un autre pétrin, mais il a posé une condition stricte. Jimmy devait dire adieu à son passé une bonne fois pour toutes, déménager à Albuquerque et repartir de zéro. En débutant tout en bas chez Hamlin et McGill simplement comme coursiers. Toutes tes magouilles, tout ce dans quoi tu étais impliqué, tout ça, c'est du passé. Jimmy a accepté les conditions de Chuck, mais il était toujours attiré par toutes sortes d'aventures. Même en travaillant comme coursier du courrier, il trouvait un moyen de s'amuser un peu, par exemple en organisant des paris entre collègues sur les gagnants des Oscars. Tout est correct ici. La cagnotte approche déjà les $200. Je vois que tu mises tout sur Govard 100. Croisons les doigts. Sachant cette tendance de Jimmy, Chuck a estimé qu'il n'avait pas sa place en jurisprudence. Pour Chuck, la loi était quelque chose d'inviolable, presque sacré. Il croyait sincèrement que si Jimmy perdait sa licence d'avocat, au moins il ne pourrait nuire ni à lui-même ni aux autres. À ses yeux, donner à Jimmy l'accès à la loi, c'était comme remettre une mitraillette à un singe. Je comprends que ce soit dur, mais Jimmy est une opportunité. Tout cela, c'est l'interprétation de Chuck. Mais essayons de regarder la situation de façon impartiale. Avait-il raison ? L'histoire doit probablement commencer dès la naissance de Jimmy. Vous savez, il arrive souvent que lorsqu'un autre enfant naît dans une famille, le premier reçoive finalement moins d'amour et d'attention. Les parents adoraient ensevelir le petit Jimmy, et l'aîné, Chuck, n'a jamais pu accepter de ne plus être le seul fils préféré. Non, pas notre Jimmy, notre précieux Jimmy. Je vais risquer de supposer que c'est précisément ce manque d'amour parental qui a poussé Chuck à étudier avec tant d'ardeur et à atteindre de tels sommets incroyables. Jimmy, quant à lui, était un vaurien, mais ses parents l'aimaient parce que, malgré tout cela, il était un garçon joyeux, charmant et sociable. Sur son lit de mort, la mère n'a pas appelé Chuck, assis à côté d'elle, mais Jimmy parti chercher à manger. Jimmy. Maman, c'est moi, Chuck. Jimmy. Non, maman, Pour Chuck, ce fut un coup dur, alors il n'a rien dit à son frère sur ses derniers mots et a décidé de cacher ce fait. Elle s'est réveillée, elle a parlé. Non. Ce moment en dit long. Malgré toutes ses réussites, au fond de lui, Chuck souffrait d'être le deuxième fils préféré de ses parents. Ce ressentiment inassouvi s'est mué en jalousie cachée. Cette rupture émotionnelle est particulièrement évidente dans la scène du tribunal, où Chuck perd le contrôle et se met à crier, accusant son frère comme un homme qui a accumulé ce sentiment pendant des années. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer. Depuis l'âge de 9 ans, c'est toujours la même chose. Une autre preuve de l'importance qu'accordait Chuck à l'attitude de leurs parents envers Jimmy est la lettre qu'il a laissée à son frère après sa mort. De Chuck ? Personne ne sait exactement ce qu'il contient. Il y raconte le jour où Jimmy a été ramené à la maison depuis la maternité et à quel point leur mère aimait le petit Jimmy. Je me souviens très bien du jour où on t'a ramené à la maison depuis la maternité. Honnêtement, c'était la première fois que je voyais notre mère aussi heureuse. Ce sentiment de jalousie est étroitement lié à l'envie. Jimmy a toujours été l'âme de la compagnie, charmant, plein d'esprit, facile à vivre. Les gens étaient attirés par lui, et Chuck, même s'il essayait de le cacher,
enviait ce charisme naturel de son frère. Dans l'épisode 5 de la saison 2, on découvre leur passé quand Jimmy rend visite à Chuck et Rebecca. Je suis content que tu sois venu, Jimmy. Comment pourrais-je faire autrement? Oh oui. Jimmy plaisante et raconte des blagues, et Rebecca rit sincèrement, ce qui déplaît à Chuck qui, à son tour, essaie de mettre Jimmy à la porte. Toute la soirée sur la piste. Encore, s'il te plaît. Génial. Et après que Jimmy soit parti, Chuck essaie lui-même de raconter la blague à sa femme. 25 avocats, coulés dans le béton jusqu'au menton. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas assez de béton? Et quand son histoire ne suscite pas la réaction espérée... Quoi? On observe un mélange d'orgueil blessé, de jalousie et de rancœur. Chuck lui-même a reconnu à plusieurs reprises dans ses conversations que les gens aiment Jimmy. Les personnes âgées l'adorent. Exactement. Jimmy sait comment parler aux gens, c'est vrai. En même temps, Chuck a tant travaillé et fourni d'efforts, menant une carrière d'avocat remarquable. Mais les gens préfèrent dans son frère, pas lui. C'est pourquoi Chuck accuse son frère de la mort de leur père, par jalousie et envie. Il affirme que Jimmy aurait volé de l'argent dans la caisse. Mais voyons voir, est-ce que Jimmy a vraiment pris de l'argent ? Et si oui, est-ce que cela aurait pu mener à la ruine de leur père? Dans l'un des flashbacks, on voit l'enfance de Jimmy et son travail dans la boutique de son père. Dans cette scène, un homme entre dans le magasin et demande aide et argent. Aujourd'hui, je me suis dépêché pour acheter des médicaments à mon fils Freddy, qui souffre d'épilepsie. Si vous m'aidez, je vous en serai très reconnaissant. Jimmy reconnaît tout de suite en lui un escroc. Papa, on t'arnaque, comme le clochard de la semaine dernière. Son père est un homme bon, mais beaucoup trop crédule, il ne voit jamais la supercherie. Toutes sortes d'escrocs ont profité de cette naïveté pendant des années. Dans la région, on savait depuis longtemps qu'il suffisait de venir le voir avec une histoire larmoyante pour qu'il donne sans hésiter tout ce qu'il avait. Les vauriens savent qu'ici on obtient facilement une aumône. Oui, nous voyons vraiment comment Jimmy prend de l'argent dans la caisse. Mais apparemment, il le fait plutôt par irritation et colère contre son père pour sa naïveté sans borne. D'ailleurs, il prend exactement ces 8$ que l'escroc a payé pour les cigarettes. C'est plutôt une forme de protestation qu'un vol délibéré. Quel est le prix d'une cartouche de cigarette? 4$? Donne-moi 2 cartouches. Ces 8$ ne sont rien comparé à l'important manque de 14 000. Il est dur de croire que Jimmy ait volé une telle somme. Et il n'y a aucune preuve que cela se produisait de façon systématique. Il est bien plus probable que mon père prêtait lui-même de l'argent à différents escrocs et connaissances qui profitaient un sans-gêne de sa faiblesse et de sa confiance enfantine. Il s'avère donc que tout indique que les raisons pour lesquelles Chuck mettait des bâtons dans les roues de Jimmy et faisait tout pour entraver sa carrière juridique, résidant principalement dans ses blessures d'enfance, sa jalousie, son envie et son sentiment d'injustice à son égard. Cependant, il est important de noter que tout cela ne signifie pas encore que Chuck se trompait dans ses jugements sur Jimmy. Passons donc à la question importante suivante, la question de la justice. Pour savoir si Chuck a raison, il faut se référer à la justice. Oui, Jimmy violait la loi alors que Chuck, lui, demeurait irréprochable légalement. Leurs actions étaient-elles vraiment justes, Commençons par Jimmy. Il agit souvent en dehors de la loi, mais en y regardant de plus près, il devient évident que, dans la plupart des cas, ses actions sont dictées par un désir de justice. Prenons par exemple l'affaire des Kettleman. Oui, Jimmy prend leur argent, c'est illégal. Il les déguise en honoraires juridiques, mais finit par les rendre. Il fait tout son possible pour obtenir cette affaire, puis il la transmet à Hamlin et McGill faisant tout pour que les clients reviennent envers Kim Wexler. Vous retournerez vers elle, lui demanderez pardon d'avoir renoncé à ses services. Vous vous remettrez entre ses mains et accepterez cet accord.
Il avertit également les Kettleman d'une menace potentielle de vol. Kettleman, vous êtes en danger, on viendra pour votre argent. Et ensuite qu'ils rendent à l'État l'argent qu'ils ont volé, même si ce n'est pas par des moyens légaux. Ah, vous parlez de l'argent. Ils seront bientôt sur le bureau du procureur. Quoi? Oui, il enfreint les normes juridiques, mais agit-il pour autant de manière injuste? À mon avis, pas du tout. Il commence à travailler avec des personnes âgées, et même s'il a souvent recours à la manipulation, au final, c'est bien lui le seul à qui cela importe vraiment. Alors que la plupart ignorent cette partie vulnérable de la société ou, pire encore, cherchent à en profiter, Jimmy agit dans leur intérêt. Il suffit de se rappeler l'affaire Saint-Piper. Sans lui, elle serait restée dans l'ombre. C'est Jimmy qui soulève ce problème, puis, évaluant la situation avec lucidité, transmet à nouveau l'affaire à Hamlin et McGill. La compagnie retarde les paiements, ce qui nuit aux personnes âgées. Vous prenez votre temps pour soutirer 1000 $ à chaque client, mais en agissant ainsi, vous les trahissez pour votre profit. Est-ce légal? Oui, c'est légal. Mais est-ce juste? À peine. Jimmy recommence une arnaque. Bien sûr, il y a aussi un intérêt financier pour lui. Cependant, lorsque la situation lui échappe et que sa cliente perd la sympathie de ses amis à cause de ses manigances... Tout le monde s'est retourné contre moi. Mais qui? Mes amis? Poussé par un sentiment de justice, il dévoile tout le schéma. Vous avez trompé la pauvre Madame Landry. Elle sait. Elle sait combien d'argent vous gagnerez? Bien joué. Ce faisant, il met fin à son activité avec les personnes âgées, mais il reste fidèle à sa propre conscience. Avec la banque Mesa Verda, Jimmy manipule à nouveau illégalement. C'est moi qui ai changé 12,61 en 12,16. Mais en fait, c'était pour rétablir la justice. Après tout, c'est Kim Wexler qui a amené ce client avec beaucoup d'efforts. C'est Kim qui a mérité Mesa Verde, pas toi ni Hamlin et McGill. Jimmy intervient pour corriger cela, mais il n'agit pas dans son propre intérêt, il agit pour défendre Kim. Oui, tout ça pour Kim. Elle s'est démenée pour obtenir Mesa Verde, pendant que toi et Howard sirotiez du whisky. Ce genre de motivation se retrouve dans presque tous ses actes. Il utilise des combines illégales et des arnaques. Mais le plus souvent, ses actions, bien sûr, en plus de son intérêt personnel, sont dictées par un véritable désir de justice et d'honnêteté. Chuck, quant à lui, agit pratiquement à l'inverse. Il se sert souvent de la loi comme d'un bouclier. Est-il légal de retirer la licence d'avocat à Jimmy? Si le procès est gagné, oui. Est-il légal de lui refuser l'association au cabinet? Même si c'est Jimmy qui leur a apporté l'affaire Sandpiper, valant plusieurs millions. Bien sûr, c'est légal, mais est-ce juste? Si une autre personne t'avait présenté cette affaire, tu l'aurais supplié de devenir associé. Dis-moi pourquoi! Chuck est-il vraiment si pur? Rappelons-nous comment Chuck a organisé une rencontre avec son ex-femme en faisant semblant de ne souffrir d'aucune maladie. Pourquoi tu restes assis dans le noir? Mon Dieu, il a suffi que je commence à nettoyer la perche et bam, il coupe l'électricité. Il a soigneusement préparé la maison, inventé une histoire pour tromper Rebecca. Qu'est-ce que c'est sinon une arnaque digne de Saul Goodman? Tu es sûr? Parfois, selon mon expérience, plus le mensonge est gros, plus il est difficile à déceler. Il a intentionnellement poussé Jimmy à avouer la falsification des documents en jouant toute une scène. Il a commencé à recouvrir les murs de papier aluminium, faisant semblant que son état s'aggravait, juste pour obtenir la réaction qu'il voulait. Je suis impressionné par tous les efforts déployés pour m'attirer. Il t'a forcé à avouer contre tes intérêts. Comme je l'ai dit, je simulais une crise aiguë. Et ensuite, il a secrètement enregistré son frère sur un dictaphone. Qu'est-ce que c'est encore, sinon une arnaque? Mais ce n'est pas tout. Il a fait en sorte qu'Ernesto entende l'enregistrement, sachant qu'il le dirait à Jimmy. Tu pourrais changer les piles? C'est moi qui ai remplacé le 12,61 par le 12,16. Éteins-le! Celui-ci tentera alors de la retirer. De plus, Chuck a engagé un détective privé qui surveillait la bande en continu. Il semble que ton plan ne marchera pas. Il va marcher, mais il est probable qu'il tentera de voler la bande la nuit. Pour moi, c'est clairement une arnaque. Ensuite, il est prêt à poursuivre son frère en justice, même si cela va directement à l'encontre des intérêts de l'entreprise et peut sérieusement nuire à sa réputation.
Pourquoi des documents importants, qui devraient en être conservés en sécurité dans les locaux de l'entreprise, se sont-ils retrouvés chez un employé, dans une pièce sans électricité, éclairée par une dangereuse lampe à pétrole? Ton frère a volé des documents qui avaient été confiés à Hamlin et McGill. Protéger la réputation de l'entreprise fait partie de mon travail. Eh bien, Chuck s'en fiche. Ce n'est pas le moment de se soucier des convenances. Il s'agit de ce qui est bien et de ce qui est mal. À la fin de sa vie, il commence à agir ainsi, non seulement envers Jimmy, mais aussi envers Howard et sa propre entreprise. Tu as laissé des motifs personnels l'emporter sur les intérêts de Hamlin et McGill. Tu as mis tes propres besoins au-dessus. C'est une pure trahison de notre amitié. Il est prêt à couler littéralement l'entreprise juste pour éviter d'être licencié. En résumé, Jimmy a recours à des méthodes illégales pour finalement atteindre la justice, tandis que Chuck utilise des méthodes légales, guidées par des motifs malhonnêtes, égoïstes et parfois même ignobles. Tout cela nous amène au concept philosophique de la lettre de la loi et de l'esprit de la loi. D'ailleurs, j'ai analysé ce sujet plus en détail dans ma critique du Dr Schultz du film de Tarantino Django Unchained. Je vous recommande de la regarder après avoir vu cette vidéo, alors le conflit entre Chuck et Jimmy dans ce contexte vous paraîtra encore plus clair. En résumé, la lettre de la loi est le texte, l'esprit en est le sens et l'essence. Déjà, Aristote et Cicéron réfléchissaient au fait qu'une loi détachée de la morale pouvait être dangereuse. Charles-Louis Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois, disait qu'une loi idéale est celle qui exprime non seulement la volonté du souverain, mais aussi l'objectif moral commun de la société. En jurisprudence, l'idéal est une situation où la décision judiciaire correspond à la fois à la lettre et à l'esprit de la loi, c'est-à-dire non seulement aux normes formelles, mais aussi à notre conception intérieure de la justice, à ce qui est humainement juste. Mais malheureusement, cela n'arrive pas toujours et le conflit entre Chuck et Jimmy en est une très bonne illustration. Compte tenu de tout cela, je suis de plus en plus convaincu que Chuck avait tort envers son frère. Mais s'il subsiste des doutes, imaginons comment les événements auraient pu se dérouler s'il avait agi autrement. Au départ, Chuck ne voulait pas que Jimmy devienne avocat, pensant qu'il nuirait à la société en utilisant la loi à ses propres fins. Mais une question se pose. Pourquoi pensait-il que c'est précisément dans le domaine du droit que Jimmy représentait la plus grande menace ? Après tout, le domaine juridique lui-même est limité par des cadres stricts, loi, procédure, supervision. Il est plus difficile d'y commettre des actes franchement douteux sans conséquence. Le paradoxe, c'est que Jimmy a vraiment commencé à franchir la ligne de la légalité après que sa licence a été suspendue. Il est beaucoup plus facile de se livrer à des activités illégales dans d'autres domaines que dans le domaine du droit. Si Chuck avait accepté Jimmy comme associé, tout aurait pu se passer tout à fait différemment. Écoute, dis à Howard d'ajouter un autre M dans le nom du cabinet pour que ce soit plus symétrique. Dans le cadre de la campagne, Jimmy aurait vraiment pu être utile. Son charisme, sa pensée originale et son talent pour la négociation n'auraient sans fait que renforcer l'équipe. Chuck, de son côté, aurait pu contrôler son frère en le guidant dans la bonne direction. Oui. En outre, Kim Wexler ne serait sans doute pas partie du cabinet et aurait pu davantage freiner Jimmy, équilibrant son impulsivité. Ensemble, ils auraient pu accomplir de grandes choses. En travaillant comme avocat, Jimmy aurait eu la possibilité de révéler son potentiel légalement, et son côté sombre serait progressivement passé au second plan, voire aurait complètement disparu. Car que lui resterait-il si sa carrière d'avocat était terminée ? Comment gagner sa vie et payer ses factures ? En résumé, Chuck agissait plutôt à cause de ses traumatismes d'enfance, et non par désir de protéger la société des actes illégaux de son frère. En même temps, Chuck n'hésitait pas à organiser ce qui semblait être une arnaque, tout en restant dans la légalité et les règles. Il enviait le fait que les gens étaient attirés par Jimmy, même s'il était lui-même plus accompli et plus droit. C'est pourquoi je pense que Chuck avait tort. Même si Chuck a tout fait pour nuire à la carrière juridique de son frère, peut-on dire qu'il le détestait, ou du moins qu'il lui était indifférent ?
Pourtant, dans l'une des scènes, Chuck dit ouvertement à Jimmy qu'il ne signifie rien pour lui. Je ne veux pas te blesser, mais pour être honnête, tu ne comptes pas tant que ça pour moi. Ce n'est clairement pas la réalité. D'ailleurs, Michael McKean, l'acteur de Chuck, l'a aussi souligné. Charles a trop risqué pour prouver quelque chose à Jimmy devant les autres, montrant qu'il n'était pas indifférent envers lui. Dans le 10e épisode de la 4e saison, on nous montre le passé de Jimmy et Chuck, le moment où Jimmy vient tout juste de devenir avocat. Maintenant, je suis avocat, c'est clair, je le suis déjà depuis 3 heures entières. Dans cette scène, ils chantent ensemble au karaoké. Sors! Non. Et plus tard, Chuck aide son frère, il le met au lit, lui enlève soigneusement ses chaussures, comme à un enfant. Non, assieds-toi simplement. D'accord, comme ça, oui. Et il lui prépare même le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Des œufs ou des crêpes? Des crêpes. Dans ces moments-là, on voit clairement qu'il se soucie vraiment de son petit frère. Il est notable que la chanson The Winner Takes It All de ABBA n'a pas été choisie au hasard. Elle reflète en quelque sorte l'essence de leur relation et résonne même comme une prophétie. La chanson fait référence au thème de la rivalité, où il y a des gagnants et des perdants. C'est la confession de quelqu'un qui a connu la défaite et la solitude. C'est précisément ce genre de perdant que devient finalement Chuck. Et même s'il la chante joyeusement, cela cache l'effondrement futur de leur relation. Chuck perdra tout. Mariage, famille, travail. Et Jimmy sera le gagnant, mais sa victoire sera plutôt amère. Si l'on y prête attention, c'est justement Jimmy qui chante la phrase sur le gagnant, tandis que Chuck reprend les paroles sur le perdant. En fait, c'est un hymne du perdant, l'hymne de Chuck lui-même, même s'il ne s'en rend pas encore compte. La chanson évoque aussi la maison, refuge pour Chuck. Et une référence aux règles que Jimmy aimait tant enfreindre. C'est pourquoi la chanson est profondément symbolique. D'ailleurs, si l'on poursuit le thème du symbolisme, l'image de Chuck McGill, son isolement volontaire dans une maison sombre, comme dans une grotte éclairée seulement par une lampe et enveloppée de couvertures spatiales, évoque involontairement l'allégorie de la caverne de Platon. Si vous ne connaissez pas cette allégorie, en 2 mots, la caverne de Platon est une célèbre image philosophique proposée par Platon. Imaginez des personnes enchaînées depuis leur naissance au fond d'une caverne, ne pouvant regarder que le mur devant elles. Derrière elles brûle un feu, et les silhouettes qui passent projettent d'ensemble des ombres sur le mur. Les prisonniers prennent ces ombres pour la réalité, car ils n'ont jamais rien vu d'autre que ce mur et ces ombres. Cette maladie, pour moi, elle est aussi réelle que cette table, que toute cette maison, aussi réelle que vous. Mais si l'un d'eux est libéré et conduit à l'extérieur, il sera d'abord aveuglé par la lumière. Puis il comprendra que tout ce qu'il connaissait n'était qu'une illusion. Et si ce n'était pas le cas, si tout cela n'était que dans ma tête? Le fait est que nous prenons souvent une vision déformée du monde pour la vérité, parce que nous ne pouvons pas sortir de la caverne de nos habitudes de pensée. Comme un prisonnier qui ne voit que des ombres au lieu des objets réels, Chuck vit dans un monde d'illusions, dans son cas des menaces imaginaires provenant des rayonnements électromagnétiques. L'histoire de Chuck est une interprétation moderne de la caverne de Platon. Nous, comme les prisonniers, prenons d'abord l'ombre de la maladie de Chuck pour la réalité, mais ensuite, avec lui, nous sortons à la lumière de la vérité et nous réalisons que la réalité est tout autre. Mais on m'a prouvé, publiquement, sans laisser l'ombre d'un doute, que j'avais une pile chargée dans ma poche pendant presque 2 heures, et je ne sentais rien. Chuck, en tant que personnage, sert parfaitement, c'est un excellent exemple d'une telle auto-illusion.
Il persiste à opposer les bons, respectueux de la loi, aux mauvais, transgresseurs corrompus comme Jimmy. Il s'attache aux règles et refuse la complexité de la vie, préférant des versions idéalisées de la loi à la réalité. En analysant Chuck McGill, j'ai vite constaté qu'une seule vidéo ne suffisait pas. En effet, si vous avez remarqué, j'ai à peine abordé le sujet de la soi-disant sensibilité électromagnétique de Chuck. Or, derrière cela se cache bien plus qu'il n'y paraît à première vue. Ainsi, dans la prochaine partie, je vais approfondir l'origine et l'évolution de la maladie de Chuck jusqu'à sa fin, afin d'établir un diagnostic précis. Si vous souhaitez voir une telle analyse psychologique, soutenez la chaîne. Un like, un commentaire, le visionnage de n'importe quelle autre vidéo de la chaîne, même en arrière-plan, tout cela aide la vidéo à atteindre un plus grand nombre de spectateurs et me donne le signal que le sujet vous intéresse. Si vous regardez cette vidéo après la sortie de la deuxième partie, cherchez le lien sur votre écran et dans la description, n'hésitez pas à le suivre, il ne vous décevra pas.